Bienvenue à tous pour l'ouverture de cette journée dédiée à la création reprise d'entreprise. C'est une manifestation qu'on organise avec les 3 consulaires, donc CCI, Chambre d'agriculture et Chambre des métiers. On organise ça maintenant depuis, c'est la 12e édition. Tous les ans, on fait une journée dédiée à la création reprise. Depuis 2 ans, sous forme digitale, crise sanitaire oblige. Les années précédentes, c'était sous forme de salon physique. Donc, autre démarche. Donc, je me présente, donc je suis Brigitte Naudin, je suis chargée de conseil à la création reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie des Deux-Sèvres. Donc, mon métier au quotidien consiste à accompagner les porteurs de projets, on va dire de l'idée jusqu'à la mise en œuvre. Et donc, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Une idée, un projet, les bonnes questions à se poser, et puis surtout les étapes de la création, parce que quand on a une idée, un projet, souvent, on ne sait pas par où commencer et par quel axe prendre les choses. Donc là, il y a une méthodologie assez simple et il y a plein de questions à se poser en amont pour pouvoir démarrer une activité. Donc, quelques consignes par rapport à l'organisation. Donc, on a un webinaire d'1 heure, donc il faudra qu'on termine à 9h30. Le principe, je vous propose 45 minutes de présentation avec enfin 15 minutes de questions-réponses. Je vous propose de ne pas utiliser le chat parce que vous êtes assez nombreux et c'est un peu difficile en étant toute seule en animation de pouvoir à la fois répondre aux questions audio et en même temps aux questions écrites. Donc, c'est un peu la consigne de départ. Si vous avez des questions au cours de la présentation, notez-les. Et puis, en fin de webinaire, je vous laisserai la parole et j'essaierai de répondre à l'ensemble des questions. Merci de garder vos micros coupés durant la présentation pour éviter les bruits de fond. Et puis, sachez que le webinaire est enregistré et que donc les replays seront à disposition à partir de la milieu de la semaine prochaine. Si vous voulez revoir des choses ou voir peut-être d'autres webinaires pour lesquels vous n'êtes pas inscrit ou que vous n'étiez pas disponible. Donc, sachez que l'ensemble des webinaires sera mis en replay sur notre site à partir de la semaine prochaine. Et puis, en fin de webinaire, on mettra à votre disposition un petit questionnaire pour avoir votre retour. Nous sommes toujours en démarche qualité et l'objectif, c'est d'avoir retour. L'objectif, c'est de s'améliorer et d'améliorer en permanence ce qu'on peut vous proposer. Alors, au menu de ce webinaire, qu'est-ce qu'on va aborder? On va regarder un petit peu l'évolution de la création reprise en France, surtout par rapport à l'année qu'on vient de passer. On va voir qu'il y a des éléments plutôt positifs. Le profil des créateurs repreneurs, suite à une petite enquête qui a été faite, ça permet de regarder un peu à quoi ressemblent les créateurs repreneurs aujourd'hui. Et puis, principalement, les étapes de la création, les bonnes questions à se poser. Et puis après, on passera aux questions-réponses sur la journée. Zoom sur la création d'entreprises en France. Donc là, vous avez un schéma qui représente les créations de 2009 à 2018 avec les différents statuts, micro-entrepreneur, entreprise individuelle hors micro, puisqu'ils sont déjà identifiés, et puis les structures sociétés. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, donc 2009, il y a eu un gros pic de création d'entreprises parce que c'est lié à la création du régime de la micro-entreprise qui a été bien plébiscité par l'ensemble des porteurs de projets. Et donc, que cette évolution progresse très régulièrement et particulièrement depuis 2020, puisque malgré effectivement la crise sanitaire en France, donc là, je parle bien de la création reprise en France en général. En 2020, on a eu plus 4% de création d'entreprises que par rapport à 2019. Donc, pour certains, crise égale opportunité, on va dire. Il y a eu effectivement, malgré cette crise sanitaire, la création de plus de 4% par rapport à 2019 des entreprises. Principalement, comme on le voit,
plus 9% pour les statuts, enfin le régime de la micro-entreprise, pas d'évolution, du moins 0% pour les sociétés et un peu moins pour les entreprises individuelles. Donc, le régime de la micro-entreprise s'est énormément développé sur l'année 2020 et on l'a vu aussi sur cette année 2021. Quel secteur d'activité? Principalement les transports et l'entreposage, plus 22%, plus 9% de commerce et plus 10% d'immobilier. Ce sont les 3 secteurs d'activité qui ont bien évolué sur l'année 2020. Ne pas avoir de préjugés par rapport au profil des créateurs reprises d'entreprise. C'était une petite enquête qui avait été faite. Elle date un peu, je crois qu'elle est de 2016 ou 2017. Il y a une étude de l'INSEE qui a été faite pour dire que 54% des créateurs d'entreprises aujourd'hui en France n'ont pas de diplôme ou un diplôme équivalent au niveau CAP, BEP, BAC. Donc, il faut s'enlever l'idée de dire il faut être diplômé pour être un bon entrepreneur. Pas forcément. Il n'y a que 15% des créateurs ou repreneurs d'entreprises qui ont un niveau BAC ou plus. Donc, pas d'idée reçue par rapport au profil ou par rapport au lien entre l'entrepreneuriat et le diplôme. Il n'y a pas de liaison directe. Il n'y a pas d'âge non plus pour entreprendre. La moyenne nationale des créateurs d'entreprises, la moyenne d'âge, elle est de 37 ans en moyenne. Nous, c'est ce qu'on comparait justement avec les gens qu'on rencontre ici sur Niort. On est complètement dans ce type de moyenne. Et puis, ça, c'est une étude, par contre, qui date un petit peu de 2016 parce qu'on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes créateurs. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les bons chiffres dans le sens où nous, on remarque qu'on a à peu près un équilibre entre les hommes et les femmes. Et depuis 3-4 ans, la création d'entreprises par les femmes a énormément évolué. Ça a stagné pendant longtemps où on avait une majorité d'hommes, mais depuis même, je dirais, 5-6 ans, on arrive presque à un équilibre. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, pas d'a priori non plus par rapport à ça. Je vous ai mis ce petit slide parce que je trouvais que c'était sympathique. Il y avait une petite enquête qui avait été faite auprès de porteurs de projets créateurs ou repreneurs en leur posant la question quelles ont été vos principales difficultés lors de la mise en œuvre de votre projet. Et ce qui en ressort, et je pense que c'est toujours d'actualité, on voit sur ce petit schéma, 24% ont trouvé des difficultés à régler les formalités administratives, fiscales, sociales et réglementaires. En deuxième niveau, 12% établir des contacts avec la clientèle au même titre que obtenir un financement. Ça, c'est vrai que souvent, quand on a un projet de création ou reprise, il va falloir aller voir les banques pour les convaincre et qu'elles financent votre projet. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une problématique. On en parlera tout à l'heure. Régler les formalités administratives, ça, on peut le comprendre aussi parce que quand on n'a jamais fait, c'est quelque chose de nouveau. Donc, toute nouveauté, on s'interroge et ça ne semble pas évident, mais sachez qu'aujourd'hui, enfin, nous, les consulaires, nous sommes les chambres des entreprises, on est le lieu où on peut accompagner et aider les entreprises et il y a des personnes qui sont dédiées pour vous aider dans cette démarche. C'est vrai que tout seul, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver, mais sachez qu'on peut tout à fait vous accompagner sur ces différents sujets pour éviter que vous ayez ces problématiques. Après, on a embauché du personnel qualifié. Alors, j'ai envie de dire que là, on est complètement dans l'actualité puisqu'aujourd'hui, c'est la problématique en France. On est à un taux de chômage relativement bas, particulièrement dans notre département. On a toujours eu un taux de chômage inférieur au national. Et aujourd'hui, on le voit dans les médias, la problématique, c'est de trouver du personnel qualifié.
Donc, ça 9%. Après, on est être seul comme entrepreneur. C'est vrai que souvent, quand on démarre, la majorité des gens qui démarrent aujourd'hui en création reprise démarrent tout seuls. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'être seul face à ces problématiques et ces questions. Mais encore une fois, les consulaires, nous avons des conseillers en permanence à votre disposition justement pour éviter d'être seul et de se poser la question sans avoir de réponse. Là, il ne faut pas hésiter à revenir vers les chambres consulaires pour vous faire aider et accompagner, essayer de répondre au mieux à vos questions et pas rester tout seul avec ces problématiques au quotidien. Voilà un petit peu obtenir un financement, trouver un local commercial. Bon, après, ça dépend de l'environnement dans lequel on se positionne, mais ça peut être aussi une problématique. Mais là, il faut se retourner soit vers les collectivités ou vers nous. Hein. Je sais que sur Niort, nous, on a au niveau de la collectivité des managers de centre-ville hein, qui peuvent à un moment donné aider à trouver des locaux. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers ces personnes. Donc, voilà un petit peu le panel des difficultés que les créateurs ou les repreneurs rencontrent lors de leur démarrage. Donc, on va en arriver sur le sujet du webinaire. Quand on a une idée, un projet, il faut se poser les bonnes questions. Effectivement, avant de démarrer, hein, la création ou la reprise, ce n'est pas une science exacte, sinon ça se saurait. Et il est bien de préparer son projet en amont pour voir un petit peu où on va aller, mesurer les risques et voir les possibilités d'évolution. Donc, il y a 7 étapes incontournables. C'est un moyen pour vous, effectivement, de vous poser les bonnes questions avant de démarrer, parce qu'on sait, pour rencontrer des porteurs de projets régulièrement, que souvent, quand on a une idée, un projet, au niveau du cerveau, ça bouillonne, mais on ne sait jamais trop par quelle étape commencer. Et là encore, il y a un process qui est relativement simple et que je vais vous présenter maintenant. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet. Évidemment, quand j'ai écrit homme avec un grand H, hein, c'est homme, un grand H, c'est homme ou femme, hein, évidemment. Comme je le disais en amont tout à l'heure, il n'existe pas de profil type d'entrepreneur. C'est vraiment lié au projet et à la personne. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions pour trouver une adéquation justement entre vous, votre idée, votre projet, et de voir comment ça peut fonctionner au mieux. Alors, il y a des bonnes questions à se poser en amont. Alors, j'imagine que indirectement et naturellement, vous les êtes déjà posées, mais c'est bien de passer du temps et de les écrire. Il y a des questions d'ordre personnel parce que quand on devient chef d'entreprise, c'est important de savoir, de connaître ses motivations. Qu'est-ce qui font qu'aujourd'hui, je prends la décision effectivement de devenir chef d'entreprise, mais quelles sont réellement mes motivations? Est-ce que j'ai le soutien de mon entourage? Vous savez que quand on devient chef d'entreprise, vous allez avoir en tête tous les jours des questions, des interrogations, des améliorations. Il faut être en permanence, s'adapter à son marché. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, les choses vont très, très vite. Et donc, ça veut dire qu'on a le cerveau en ébullition en permanence et que ça peut avoir des conséquences sur la vie tout simplement familiale. Donc, c'est important d'être soutenu par son entourage. Vérifier qu'on va avoir des besoins financiers personnels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'aller vers la banque pour monter votre projet, il est indispensable souvent d'avoir un peu d'apport. Donc, il est bien de voir quelles sont ces possibilités de financement à titre personnel. Peut-être, si on est en couple, de mettre les économies du couple à destination de ce projet, mais encore faut-il être d'accord et puis de se dire, OK, si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, j'espère que ça ne va pas poser de problème dans mon couple, le fait d'avoir mis les économies de quelques années dans le projet. Donc, c'est bien d'en parler avec son conjoint et de mesurer les choses. Capacité à sacrifier du temps libre, ça c'est clair quand on démarre une activité. Quand c'est son activité évidemment à temps plein et que l'on souhaite en dégager des revenus et en vivre.
vous allez voir que le chef d'entreprise, il n'est plus à 35 heures. Hein, si vous avez été salarié, par exemple, avant. J'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps où le temps de travail hebdomadaire d'un chef d'entreprise en moyenne par semaine est plutôt aux alentours de 50-60 heures. Bon, ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui en font plus et il y en a qui font un petit peu moins. Mais globalement, effectivement, vous êtes en action sur l'ensemble d'une journée, voire quelquefois le cerveau la nuit, on le sait. Donc, il faut que vous ayez conscience de ça et que ça va vous demander évidemment de la mobilisation et du temps. Ça, c'est les questions d'ordre personnel parce qu'évidemment, quand on change de statut, quand on n'est plus salarié, quand on devient chef d'entreprise, effectivement, il y a plein de changements qui vont se faire naturellement dans votre vie, mais encore faut-il les identifier en amont et être sûr de pouvoir les faire, hein, tout simplement. Et puis, il y a des questions d'ordre professionnel, évidemment. Dans quel domaine d'activité je vais m'investir? Est-ce que dans ce domaine, j'ai besoin de qualification ou d'expérience pour démarrer? Parce que c'est vrai que souvent, démarrer une activité dans laquelle on n'a pas d'expérience, ce n'est pas toujours évident. Se fixer des objectifs par rapport au projet de l'entreprise, indispensable. Hein. C'est comme quand vous prenez une voiture, si vous ne savez pas où vous allez, ça va être difficile d'avancer. Pour l'entreprise, c'est pareil. Alors souvent, vous allez le voir, enfin, on parle souvent, quand on fait des plans financiers d'entreprise, les obligations comptables souvent sont sur 3 ans. Aujourd'hui, il est un peu difficile d'avoir une vision sur 3 ans, hein, vu que les choses vont très, très vite. Mais en attendant, on va essayer d'identifier ce projet d'entreprise sur 3 ans économiquement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour ça, il faut se fixer des objectifs. Et puis mesurer à un moment donné si on a besoin de formation dans quelques domaines que ce soit. Vous verrez tout à l'heure, quand on devient chef d'entreprise, il faut avoir différentes casquettes, différentes compétences. Et donc, à un moment donné, c'est de faire le lien entre ce que je sens, ce que je suis capable de faire et où je me sens un peu en difficulté, où je ne suis pas forcément à l'aise. Ben, à un moment donné, le principe, c'est de trouver des solutions. Et peut-être que la formation en est une, ce n'est pas forcément la seule, mais ça peut en être une. Donc ça, c'est les questions d'ordre personnel et d'ordre professionnel. Et je vous invite vivement à vous les poser en amont. Et puis, on peut avoir aussi les questions indispensables à se poser par rapport à l'activité qu'on veut mettre en œuvre. Il y a des activités qui sont réglementées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, lors de votre inscription, on peut vous demander un niveau de qualification minimum. C'est-à-dire que pour s'inscrire sur certaines activités, il faut avoir une qualification. Donc, c'est important de le savoir en amont, hein, parce que si vous démarrez, si vous projetez de vous mettre en entreprise et que le jour où vous faites votre inscription, on vous demande un diplôme et que vous ne l'avez pas, ça peut réellement mettre à plat votre projet. Il y a des activités où il faut une obtention d'une autorisation administrative. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, de monter un bar tabac dans une commune. Le tabac, c'est la propriété de l'État. Il faut une autorisation de l'État pour ouvrir un tabac, hein, par exemple. Il faut prendre en compte, évidemment, quand vous avez un lieu où vous allez recevoir du public, un établissement recevant du public, il faut être aux normes, évidemment, hein, normes d'accessibilité à toute personne en fauteuil ou handicapée. Donc, avant de louer un espace, il vous faut à un moment donné vérifier que le local ou le bureau est aux normes. Parce que s'il ne l'est pas, c'est à vous de le mettre aux normes. Il n'y a pas d'obligation du bailleur de le faire. Hein. C'est à vous de le mettre aux normes. Et pour ça, quelquefois, ça peut amener à des investissements supplémentaires. Donc, il faut en tenir compte dans son projet. Et puis, évidemment, il y a des réglementations environnementales qu'il faut connaître. Là, je pense principalement à toutes les activités liées à l'hôtellerie ou la restauration, où il y a des normes très strictes qu'il faut mettre en œuvre et qui sont indispensables à connaître au démarrage de l'activité. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le chef d'entreprise, vous voyez, il a plusieurs bras, il faut qu'il ait plusieurs cerveaux aussi. Donc, il faut avoir un peu toutes les casquettes. Donc, un chef d'entreprise, non seulement il a la gestion administrative, la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est un point important. Hein.
Quand on prévoit d'avoir des salariés, la gestion des hommes et des femmes de l'entreprise, aujourd'hui, ça prend du temps. La gestion commerciale, évidemment, puisqu'il faut se faire connaître et aux permanences, il faut répondre aux besoins de ses clients. Donc, il faut se poser les bonnes questions et avoir cette casquette-là. Et puis enfin, la fonction production, avoir les compétences techniques pour exercer le métier. Alors, je vous rassure, hein, tous les chefs d'entreprise qui démarrent aujourd'hui, ils n'ont pas forcément toutes ces casquettes. Mais à un moment donné, comme je le disais en amont, c'est identifier ses points forts et peut-être ses points améliorés pour savoir dans les points améliorés qu'est-ce que je peux mettre en place pour les améliorer. Donc, l'adéquation homme-projet, c'est bien la symbiose entre vous et votre projet pour identifier vos points forts, les points où vous vous sentez à l'aise, et puis peut-être les points à améliorer en trouvant des solutions pour y pallier. Moi, j'ai souvent affaire à des personnes qui ont des compétences, on va dire, techniques dans leur métier. Ils connaissent bien leur métier. Mais par contre, faire de la démarche commerciale, monter un plan marketing, souvent, quand on ne l'a pas fait, c'est normal, ou quand on ne l'a pas appris sur les bancs de l'école, ce n'est pas toujours évident. Donc, à un moment donné, voilà, de se dire, là, je ne me sens pas forcément à l'aise, alors que la personne, elle est compétente dans son domaine, j'ai envie de dire, de production et d'exploitation, mais à un moment donné, elle peut se dire, sur la partie commerciale ou sur la partie, financière ou gestion, je ne suis pas forcément à l'aise. À un moment donné, c'est de trouver des solutions. Alors, la formation peut en être une, mais ce n'est pas la seule. On peut être aussi accompagné par nos services, hein, nous les consulaires, par un ami, par quelqu'un de la famille qui maîtrise ces sujets, qui peut vous aider ou vous accompagner au quotidien. Le principe, c'est que vous ne restiez pas sans réponse à vos problématiques au quotidien. Donc ça, c'est la première étape, de se poser les bonnes questions. La deuxième étape, c'est l'approche marché. Hein, donc, le principe, ce que je dis souvent, c'est qu'on peut avoir le plus beau produit ou le plus beau service du monde. Si ça ne répond pas à un besoin, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mesurer si le marché sur lequel vous voulez vous implanter existe et si vous allez avoir des clients qui vont avoir besoin de votre produit ou de vos services. Donc, une étude de marché, c'est indispensable avant de se lancer. L'objectif de l'étude de marché, c'est quoi? C'est bien définir déjà ce que je veux proposer à mes clients, hein, ce que je veux vendre, quel produit, quel service. Est-ce que ce produit ou ce service répond à un besoin? Ça, c'est très important. À quel besoin vous allez répondre? Quelle est ma cible de futurs clients? Parce que souvent, les gens me disent « moi, ce que je propose, c'est pour tout le monde ». Non. En fonction du produit ou du service que vous allez proposer, vous ciblez une certaine cible de clientèle. Donc, il faut bien l'identifier parce que derrière, il va falloir bien communiquer pour cette cible. Donc, c'est bien de l'identifier. Comment vais-je me différencier par rapport à mes concurrents? Si vous n'avez pas un projet dit innovant, nouveau, vous allez avoir de la concurrence sur le marché. Donc, c'est bien d'identifier vos concurrents. Quelquefois, il y a des porteurs de projets qui me disent « mais moi, je vais m'installer là, il n'y a personne, donc c'est sûr, ça va marcher ». La bonne question à se poser, c'est pourquoi il n'y a personne déjà? C'est peut-être parce qu'il y a une raison. Après, ça peut être pour la bonne raison, effectivement, proposer un service qui n'existe pas et où il y aurait le marché. Donc, mais à un moment donné, c'est d'étudier ses concurrents pour se positionner et surtout, qu'est-ce que je vais apporter de différent par rapport à mes concurrents? Parce que si vous apportez le même service ou le produit, ça va être un peu compliqué. À quel tarif je dois vendre? Par quel canal je vais distribuer mon produit ou mon service? Comment je vais me faire connaître? Tout ça, l'étude de marché, la finalité, elle sert à quoi? C'est au final, pouvoir identifier un prévisionnel de chiffre d'affaires, c'est-à-dire identifier à peu près mon marché et combien je suis susceptible d'avoir de clients et de faire de chiffre d'affaires, et puis de mesurer si mon entreprise va être économiquement rentable. Hein. La rentabilité, c'est à un moment donné, une fois que vous avez fait votre chiffre d'affaires, que vous avez payé l'ensemble de vos charges, l'objectif, c'est de faire du bénéfice, évidemment. Hein. Donc, on peut effectivement essayer de mesurer tout ça en amont. Et c'est important de se poser toutes ces questions avant de démarrer. L'étude de marché, comme je viens de le dire, hein, c'est de connaître les contraintes et les opportunités de l'environnement sur lequel vous allez vous positionner, vos forces et vos faiblesses par rapport à vos concurrents,
Et puis surtout, le besoin et l'attente et les envies des clients. Aujourd'hui, il faut absolument que votre proposition de produit ou service réponde réellement à un besoin, sinon vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a étudié ce marché, eh bien, on a des décisions stratégiques à prendre parce que je peux vous le dire et par expérience, souvent entre le projet initial du porteur de projet tel qu'il avait pensé et quand on avance sur l'approche marché, ben, quelquefois, il y a des petites choses qui se modifient. Le principe, c'est effectivement de définir les objectifs, la cible et son positionnement quand on a bien étudié son marché et sa concurrence. Quelquefois, on peut se rendre compte que ben, j'avais pensé à ça, mais en fait, je m'aperçois que ça, tout le monde le fait. Par contre, j'ai pensé à une proposition de valeur un peu différente. Je peux peut-être mettre un zoom là-dessus pour attirer une nouvelle clientèle. Donc, l'étude de marché, c'est incontournable par rapport à un projet. Étape numéro 3, la stratégie commerciale. Évidemment, une fois qu'on a défini ce qu'on voulait faire, sur quelle zone on allait s'installer, qu'on a étudié son marché, sa concurrence, l'objectif de la stratégie commerciale, c'est de se faire évidemment connaître. Donc, souvent, on parle de la politique des 4 P. Donc, c'est à un moment donné définir et faire ses choix opérationnels sur bien définir ses produits et ses services. Évidemment, ça paraît logique. Avant de démarrer et d'avoir vos clients, il faut que vous sachiez concrètement ce que vous allez leur proposer. Bon, donc, bien définir en amont votre proposition de produit ou de service. Fixez vos prix par rapport à la concurrence, par rapport au marché. Et quelquefois, il faut enlever l'idée reçue que souvent les porteurs de projets me disent « Mais moi, par rapport à ma concurrence, je suis défiant toute concurrence au niveau du prix. » Et ce n'est pas forcément parce que vous allez faire un prix inférieur à vos concurrents. Alors après, ça dépend des marchés, évidemment. Mais quelquefois, tout dépend de la proposition de service que vous proposez. Et quelquefois, les clients sont prêts à payer un peu plus à partir du moment où vous avez une proposition de service qui répond réellement à leurs besoins. Toujours se mettre à la place du client. Vous êtes des consommateurs au quotidien. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez plus ou moins tel ou tel service ou telle proposition de service? C'est parce qu'à un moment donné, vous estimez que le service proposé, quelquefois, quitte à payer un petit peu plus cher, mais ça correspond à ce que je souhaite. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a une relation de confiance entre le client et l'entrepreneur qui fait que le prix, ça peut être un acte d'achat, mais ce n'est pas forcément le seul. Et puis après, évidemment, les moyens de communication. Comment je vais pouvoir me faire connaître? Aujourd'hui, on parle de e-marketing, évidemment. Vous avez vu que dans les webinaires proposés aujourd'hui, on parlait de la communication digitale et du marketing digital. Aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, à un moment donné, il faut établir avant de démarrer votre projet, effectivement, de communication et comment vous allez mettre ça en œuvre en associant souvent plusieurs outils, mais il faut les identifier en amont. Et puis, le mode de distribution, comment vous allez distribuer? Est-ce que vous avez un emplacement, une boutique? Est-ce que vous faites simplement par Internet? Après, c'est vraiment des choix à identifier quand on a fait l'approche marché qui découle presque naturellement, en fait. L'étape numéro 4, c'est l'étude financière. Bah oui, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions par rapport à soi, ce qui est possible de faire, une fois qu'on a regardé son marché, qu'on a identifié effectivement sa stratégie commerciale, et ben, l'étude financière, elle sert à quoi? Elle sert en fait, en quelque sorte, j'ai pour l'habitude de dire, de mettre les chiffres dans les cases, parce que c'est là où on mesure effectivement l'activité et sa rentabilité. Donc, une étude financière pour savoir si mon projet est économiquement viable ou rentable. Parce que faire du chiffre d'affaires, c'est une chose, mais l'objectif, c'est d'avoir une bonne marge et d'avoir surtout du bénéfice. Donc, évidemment, un dossier financier, il est composé de plusieurs tableaux. Un plan de financement pour mesurer la faisabilité de votre projet. Le plan de financement, c'est de se dire et de se poser la question de quoi j'ai besoin pour démarrer. Je souhaite démarrer dans un mois. Qu'est-ce que j'ai besoin d'investir pour démarrer mon activité? Donc, mes besoins.
Et puis à côté, mes ressources. Comment je finance ces besoins? Est-ce que c'est juste mes économies ou est-ce que j'ai besoin de faire appel parce que mon plan de financement est important, j'ai beaucoup d'investissements. Et dans ce cadre-là, il y a un peu d'économie à moi, mais j'ai besoin de faire appel à des financeurs extérieurs qui peuvent être les banques. Donc, à un moment donné, ça va être d'identifier les besoins et les ressources. Et les besoins doivent être automatiquement égaux aux ressources. Donc après, c'est là où on voit quelquefois que la faisabilité n'est pas toujours possible entre ce qu'on avait imaginé et les investissements et les ressources. Quelquefois, il y a des gens qui ont des très bonnes idées mais qui n'ont pas d'argent, qui ont un projet qui a besoin d'investissement. Donc, à moins d'être sur un projet innovant, où là, on peut peut-être trouver des partenaires. Mais à un moment donné, c'est bien de mesurer si votre projet, il est faisable à part entière. Une estimation de chiffre d'affaires, ça, on va la faire sans problème avec l'étude de marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a bien étudié son marché, on va identifier sur une première année d'activité le nombre de clients que vous êtes susceptible d'avoir avec peut-être un panier moyen ou une prestation au prix jour. Après, ça dépend de l'activité. En tenant compte évidemment de la saisonnalité, parce que c'est important. Sur une année, on sait bien qu'il y a certaines activités je pense notamment par exemple aux fleuristes. On sait qu'il y a par exemple, trois dates fatidiques dans l'année où ils font en moyenne 60 ou 70% de leur chiffre d'affaires. Et puis le reste du temps, c'est un peu plus bas. Donc, il faut tenir compte de la saisonnalité de votre activité et d'identifier sur les 12 premiers mois d'activité combien vous êtes susceptible de faire de chiffre d'affaires. Toujours, c'est une estimation, ce n'est pas une science exacte, mais ça donne quand même un ordre d'idée. La finalité, c'est d'avoir un compte de résultat prévisionnel pour mesurer la rentabilité. J'ai prévu tant de chiffre d'affaires, voilà l'ensemble des charges que je vais avoir. Qu'est-ce qui me reste? Et c'est sur ce qui me reste qu'on va pouvoir à un moment donné faire du bénéfice et voir si l'activité est rentable. Alors, il est tout à fait possible que sur une première année, l'activité ne soit pas rentable parce que, évidemment, quand on démarre, le chiffre d'affaires, normalement, il progresse, mais les quelques mois de démarrage sont quelquefois un peu compliqués, ce qui est tout à fait normal. Bon, après, le principe, c'est d'être rentable au moins sur les années 2 et les années 3. Donc ça, on peut regarder ça. Et puis, évidemment, avoir un plan de trésorerie positif pour mesurer la solvabilité, parce qu'à un moment donné, entre l'argent qui va rentrer et l'argent qui va sortir, l'objectif, c'est comme votre compte bancaire. Excusez-moi, c'est comme votre compte bancaire. À un moment donné, il y a de l'argent qui rentre, il y a des dépenses. L'objectif, c'est de ne pas être en rouge vis-à-vis de la banque. Et là, c'est le même principe. Donc, on peut mesurer ça. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de la date de paiement de vos clients. Quelquefois, quand on est dans une boutique, évidemment, le client, il paye quand il emmène le produit. Quand on est plutôt sur des prestations de conseil, il peut y avoir quelquefois des décalages entre le moment où on fait le travail et le moment où on est payé. Il peut y avoir des décalages, sauf qu'entre-temps, il y a des charges qui tombent et il faut bien pouvoir les payer. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de trésorerie. L'étape 5, je surveille l'heure pour être dans les temps. L'étape 5, c'est l'étude juridique, sociale et fiscale. Donc ça, souvent, c'est la problématique des porteurs de projets. L'ensemble des gens qui franchissent, par exemple, les portes de la CCI, souvent, ils nous disent « Bon, j'ai une question, je ne veux pas vous déranger longtemps, j'ai un projet, mais je ne sais pas sous quel statut je dois m'inscrire. » C'est vrai que souvent, c'est la problématique principale. Alors, souvent, les gens sont déçus parce que moi, je ne peux pas leur répondre. Il existe plein de structures juridiques et que tant qu'on n'a pas fait les étapes précédentes, il est très difficile d'identifier un statut juridique adéquat. Parce que quand on a fait les étapes suivantes, j'ai envie de dire presque naturellement, la structure juridique va se montrer à nous parce qu'en fonction du résultat, on va pouvoir dire qu'il vaut mieux être à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés. Parce que votre projet, vous êtes à plusieurs, donc c'est une structure société pour répartir les parts. Parce que c'est une activité que vous voulez exercer en parallèle d'une activité salariée, donc la micro-entreprise pourrait être pas mal. Enfin, vous voyez qu'à un moment donné, il faut connaître le projet pour bien identifier cette fameuse étape 5.
qui permet de définir effectivement le statut juridique. Alors, c'est vrai qu'en France, on est un peu compliqué au niveau des différentes structures juridiques. Quand on n'a pas étudié ça sur les bancs de l'école, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, il y a des bonnes questions à se poser. Comme je le disais préalablement, je suis tout seul ou j'ai des associés. Donc, après, la solution, c'est soit d'être en entreprise individuelle classique ou en micro-entreprise, ou soit de créer une structure société. Alors là, SARL, EURL et EIRL, je vous en passe des meilleurs. Hein. Mais le statut juridique, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à choisir. Mais là, on est vraiment dans la méthode de l'entonnoir. Quand on suit ces étapes, naturellement, après, la structure juridique, elle se décline. J'en ai déjà parlé, mais aussi quel régime fiscal? Est-ce que je suis sous le régime de l'imposition des bénéfices ou de l'imposition à l'IR ou à l'IS? Donc ça aussi, ça se détermine. Est-ce que je vais être en franchise de TVA ou non? Il y a pas mal de questions à se poser. Et puis, le régime social des indépendants, évidemment. Hein. Vous savez que quand on a une activité, quand on déclare une activité, on a automatiquement des charges sociales et des charges fiscales. Les impôts, on en a parlé, hein, impôts sur les sociétés ou impôts sur le revenu. Et puis, au niveau social, eh ben, évidemment, vous allez cotiser à l'URSSAF. Donc, il y a un webinaire aussi dans la journée avec l'URSSAF. Je ne sais pas si vous vous êtes inscrit, mais c'est intéressant de prendre ça en compte et de mesurer comment ça se passe. Et puis de voir voilà, quels sont les remboursements des frais de santé avec la sécurité sociale des indépendants, comment ça fonctionne, puisque quand on est indépendant, on n'est plus salarié et donc les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est important de se renseigner en amont. Ouais, j'avais rajouté ce petit schéma parce que je trouve qu'il est assez explicite. Quand on souhaite créer une activité, on a deux options, vous aurez deux options qui s'offrent à vous, soit créer une entreprise individuelle, soit créer une structure société. L'entreprise individuelle, c'est la personne physique, hein, c'est-à-dire que vous et l'entreprise ne font qu'un, alors qu'une société, c'est une personne morale à part entière. Et vous voyez que dans l'entreprise individuelle, il y a deux options. Soit la micro-entreprise, donc la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, soit ce qu'on appelle l'entreprise individuelle au classique ou au réel. Voilà ce petit schéma qui permet quand même de bien identifier les différentes structures et puis après, évidemment, les structures sociétés avec des conditions spécifiques pour chaque structure. Mais ça vous permet de voir un peu les deux questions à se poser au départ, mais comme je vous le dis depuis tout à l'heure, quand on suit les étapes de manière progressive, ça se décline presque naturellement. On arrive à l'étape 6 et 7, on arrive au bout de l'étape. Une fois qu'on a vu tout ça, les financements, est-ce qu'il faut que j'aille chercher des financements à l'extérieur pour mon projet si besoin? Alors, quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas besoin de financement, soit parce que leur activité ne demande pas d'investissement, ou très peu, et qu'ils ont un peu d'argent à mettre pour démarrer l'activité, ou alors, effectivement, j'ai pas mal d'investissements et il faut que j'aille voir une banque si nécessaire. Et puis, l'étape 7, c'est la déclaration de l'activité. Donc, pour démarrer, je vais voir la banque avec ce qu'on appelle mon business plan, parce que toutes les étapes que je vous ai citées, c'est en fait les étapes d'un business plan classique. Et c'est vrai que quand on a besoin d'aller voir la banque pour être en quelque sorte crédible, c'est bien d'avoir un dossier business plan qui présente votre dossier de manière factuelle et concrète. Donc, banque ou pas si vous avez besoin. Et puis, après, vous vous déclarez, hein, vous êtes prêt, vous avez étudié tout votre projet, vous savez ce que vous avez à faire puisque vous avez votre plan de communication qui est prêt. Et donc, voilà, je déclare mon entreprise pour pouvoir exercer au centre de formalité pour mon entreprise. Après, les centres de formalité, aujourd'hui, vous les trouvez dans les différentes chambres consulaires, hein, chambre de métier pour les activités artisanales principalement, le bâtiment, tous les métiers de bouche, etc. Nous, chambre de commerce et d'industrie pour l'industrie, le commerce et quelques services. Il y a aussi l'URSSAF pour les professions libérales. Donc voilà, il faut s'adresser au bon centre de formalité pour pouvoir déclarer votre entreprise. Et puis, entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous recevez le fameux numéro sirène qui prouve que vous êtes bien déclaré, il va se passer une petite semaine. Hein, ça va assez vite. Voilà, je vous ai un peu, par ce schéma, identifié, on reprend toutes les étapes de la création reprise. Hein, donc,
l'adéquation, les bonnes questions à se poser, l'adéquation homme-projet, l'approche marché, l'étude financière. De ça se décline presque naturellement l'étude juridique, fiscale et sociale. Je vais voir la banque si j'ai besoin. Et puis, une fois que je suis prêt, je peux me déclarer et démarrer mon activité. Voilà les étapes de la création reprise d'entreprise. C'est le plan d'un business plan. Là, on n'a rien inventé, ça existe depuis longtemps, mais il s'avère que l'expérience montre que c'est un bon moyen de se poser toutes les bonnes questions avant de démarrer. Après, chacun le fait comme il souhaite, évidemment. Il y a des gens qui démarrent sans avoir identifié tout ça, qui font tout et qui réussissent. Et puis, il y a des gens qui font des business plans et qui ont passé du temps en amont et qui ne réussissent pas. Donc, je veux dire, quand je dis qu'il n'y a pas de science exacte en création reprise, moi, mon avis sur la chose, c'est que c'est très lié à la personne et à l'investissement que vous allez mettre au marché, évidemment, mais c'est très lié effectivement à la personne et ses motivations dans l'objectif de son entreprise. Je vous souhaite une bonne journée.